Les maladies psychiatriques dans le crime. Qu'est-ce que le crime ? Au départ, ce terme latin, crimen, criminus, désignait le reproche, l'accusation, la plainte portée contre quelqu'un, apparenté au grec krima, qui voulait dire contestation, et à son dérivé krino, qui voulait dire trier, trancher, juger. Peu à peu, le terme a pris une connotation plus judiciarisée et d'accusation, finissant par définir un acte délictueux avec le sens de faute inexcusable. Cependant, si le meurtre est un crime, le crime, lui, n'est pas forcément un meurtre. Nous nous en tiendrons donc ici au sens de meurtrir quelqu'un, blesser quelqu'un. La criminalité chez les malades mentaux est un sujet épineux. D'une part, parce qu'il est difficile de situer la maladie mentale et de savoir qui on peut targuer de malade mental et pourquoi. D'autre part, quels sont les processus psychopathologiques qui peuvent amener un homme ou une femme souffrant d'un trouble pathologique à passer à l'acte et à commettre un geste de nature criminelle. Toutes les personnes souffrant d'une pathologie ne passeront pas à l'acte, tout comme il arrive qu'une personne ne souffrant pas de pathologie puisse passer à l'acte. La question de la criminalité est donc particulièrement épineuse. Il est bon de savoir que seuls 15 à 20% des homicides sont commis par des personnes souffrant de troubles mentaux, plus ou moins lourds. La maladie névrotique. Parmi ceux-ci, on comptera la névrose, considérée longtemps comme une maladie du système nerveux sans lésion organique. Charcot travaillera sur l'hystérie, Béard sur la neurasthénie. Et c'est Janet qui posera sur la névrose la dimension de tension psychologique et Sigmund Freud, la problématique liée à l'histoire infantile du sujet. On parlera avec le DSM, la nosographie désignant le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, de troubles névrotiques, notion apparue dans la 3e édition du DSM, et non plus de névrose. La définition de Michel Basquin considère la névrose comme étant une affection perturbant le confort existentiel du sujet, retentissant sur sa vie sociale, mais sans rompre le contact avec la réalité d'un monde normalement perçu. La personne souffrant de troubles névrotiques a parfaitement conscience de ses symptômes, contrairement à celles souffrant de troubles psychotiques, qui elles vont créer leur propre réalité. Il existe donc 4 formes principales de névrose caractérisées par un conflit intrapsychique faisant l'objet d'un mouvement que l'on appelle refoulement. Le premier est le trouble anxieux généralisé ou dite névrose d'angoisse qui domine le sujet de manière ponctuelle ou permanente. Elle peut entraîner des troubles du sommeil, des tachycardies, des attaques de panique. Le deuxième est le trouble dissociatif ou dit névrose hystérique, qui est une manifestation somatique de l'angoisse qui se répercute sur le corps sans que ne lui soit reconnue de cause organique. La troisième est la névrose phobique. L'angoisse est alors portée sur des objets ou des situations, une peur des araignées, des espaces clos par exemple. Et la quatrième est la névrose obsessionnelle qui porte sur des idées fixes sans que le sujet puisse s'en débarrasser, entraînant de simples gênes, mais aussi des situations invalidantes dans la vie de celui-ci. L'hystérie peut conduire à commettre des homicides. La névrose obsessionnelle des comportements de type pyromaniaque, d'exhibition ou de kleptomanie, et la mythomanie névrotique peut amener à la réalisation d'escroqueries. Le névrosé, restant au contact de la réalité, il sera emprunt après le passage à l'acte criminel, a un fort sentiment de culpabilité et souvent reconnaîtra son crime et cherchera à l'expier. Les impulsions homicides restent ici exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas chez les personnes souffrant de troubles psychotiques, comme nous allons le voir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait.